Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. L'accusation a à nouveau la parole pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon après-midi. Mesdames et Messieurs les juges, les différentes parties, et bon après-midi, Monsieur le témoin. Ce matin, des questions vous ont été posées sur la période qui précédait la prise de Phnom Penh. Cet après-midi et demain, nous allons nous concentrer sur la période entre avril 75 et janvier 79, la période qui nous intéresse au plus haut point. Je vous demanderai si c'était possible de faire réellement l'effort de vous remettre, de vous replonger dans ce contexte particulier et de vous souvenir des faits qui se sont produits à cette époque, et je vous en remercie. Les questions porteront sur la structure administrative du régime, sur les communications, sur le rôle des accusés et sur les différentes politiques. Alors, ma première question, Monsieur le témoin, est de savoir où vous avez travaillé après le 17 avril 1975, une fois que vous êtes arrivé à Phnom Penh. Réponse. Après 1975, je suis arrivé à Phnom Penh. J'ai fait du nettoyage au ministère de la Défense. C'est actuellement le bureau du Conseil du Premier ministre. Combien de temps après le 17 avril 1975 vous êtes arrivé à Phnom Penh? Réponse. Je suis arrivé à Phnom Penh un peu moins d'un mois après cette date. Vous dites que vous avez travaillé au nettoyage du ministère de la Défense. Est-ce que dans la même parcelle, il y aurait eu un autre ministère qui se trouvait là? Réponse. Actuellement, le ministère de la Défense est à l'endroit de l'actuel ministère des Affaires étrangères. Je voudrais bien comprendre, vous avez travaillé pour le ministère de la Défense ou pour le ministère des Affaires étrangères? Je n'ai pas bien compris. Réponse. J'ai fait du nettoyage au ministère des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, ce bâtiment est le bureau du Conseil du ministre. Merci beaucoup. Qui a décidé à ce moment-là de vous affecter au ministère des Affaires étrangères? C'était Pong.
Et une fois que vous avez fini de nettoyer les lieux, quelle a été la fonction que vous avez occupée au ministère des Affaires étrangères? Je n'avais pas de fonction particulière. Lorsque je faisais du nettoyage, j'étais un combattant ordinaire. D'accord, mais après avoir fini le nettoyage et en tant que combattant, quand le ministère des Affaires étrangères a été opérationnel, quelle fonction avez-vous occupée? Je faisais diverses choses. Je n'avais pas de responsabilité unique. D'après mes souvenirs, rentré de l'étranger, Ieng Sary m'a désigné responsable des questions psychologiques pour le personnel du ministère. Je vais revenir à vos fonctions plus tard. Lorsque Ieng Sary est rentré à Phnom Penh, quelle fonction lui-même a-t-il occupée à son retour? Réponse. À son retour, j'ai vu qu'il était en contact avec les étrangers. J'en ai conclu qu'il travaillait au ministère des Affaires étrangères. Et quelle fonction occupait-il au ministère des Affaires étrangères, monsieur? Je pense qu'il était vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères. Est-ce que dès qu'il est rentré donc à Phnom Penh, il occupait cette position? Non. Il a fallu 2 ou 3 mois pour nettoyer le ministère et pour que celui-ci soit pleinement opérationnel. À l'époque, tout cela n'était pas entièrement organisé. Ce matin, vous avez évoqué le nom de M. Sarinchak. Donc, je pense que vous le connaissez. Est-ce que vous savez quelle fonction occupait Sarinchak à l'époque, juste avant la prise de Phnom Penh et juste après? Je ne sais pas exactement. Il s'agissait de questions techniques concernant le ministère des Affaires étrangères. Moi, je m'occupais des moyens de subsistance fournis au personnel du ministère. Est-ce que le bureau des Affaires étrangères a toujours été au même endroit depuis le début, jusqu'en 1979, où il aurait déménagé?
n'y a pas eu de traduction. លោកប្រធានខ្ញុំអត់ស្ដាប់ឬថាបកប្រែទេ លោកតាំងសំណួរមិញនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមធ្វើដូច Le président, pouvez-vous répéter la question? Vous êtes prié de marquer une pause entre chaque question et réponse. Quant aux témoins, attendez que votre micro soit allumé pour parler. Oui, je repose la question. Est-ce que le ministère des Affaires étrangères a toujours été situé au même endroit depuis 1975 jusqu'à 1979 ou a-t-il déménagé? 1979 ឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងទេ Il n'y a pas eu de déménagement du ministère. Merci. Donc, vous m'avez dit que Ieng Sary était vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. Est-ce que vous savez s'il faisait partie du comité central du parti? ខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់លាស់ទេ Je n'ai qu'entendu dire qu'il en était membre, mais je n'en étais pas certain. Est-ce que M. Ieng Sary faisait-il partie du comité permanent, à votre connaissance? ខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេដូច្នេះខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេ Comme je n'en étais pas membre, je n'en sais rien. Merci. Je crois ce matin avoir déjà donné à Monsieur le témoin le document E3/446, qui est aussi le document D369/36. Et avec l'autorisation de la Chambre, je voudrais qu'on puisse projeter la réponse si je ne me trompe pas 37 de ce document. Le président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez afficher la bonne page à l'écran du témoin pour qu'il puisse être interrogé par l'accusation. Donc à la réponse 37, vous avez dit non, M. Kusampa n'était pas membre du comité permanent. Les membres du comité permanent, il n'était que quelques-uns seulement. Il y avait notamment Pol Pot, Nunchia, Ieng Sary, Tamok. Alors ma question est la suivante. À ce moment-là, en 2010, vous avez dit aux enquêteurs que Ieng Sary faisait partie du comité permanent. Et aujourd'hui, vous ne le savez plus très bien. Est-ce que ce passage vous rafraîchit la mémoire, monsieur? J'ai dit que je n'étais pas aux réunions du comité et donc que je n'étais pas sûr de l'identité des membres du comité permanent. Je n'ai entendu parler de cela que par d'autres.
Au cours de mes déplacements avec eux, j'ai appris que Ieng Sary était vice-premier ministre chargé des affaires étrangères. Mais moi-même, personne ne m'a dit qu'il en était membre. Sous le régime du Kampuchea démocratique, de manière générale, dans les différents organes de pouvoir, est-ce que les individus qui en faisaient partie pouvaient prendre des décisions tout seuls ou fallait-il que ce soit des décisions collectives? ខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេបាទ Je ne suis pas bien sûr. Cela dit, en principe, la décision était prise collectivement. Est-ce que Pol Pot, par exemple, pouvait prendre une décision tout seul au sein du comité central ou du comité permanent? Le président. Témoin, veuillez patienter. Nous allons entendre la défense. Je vous en prie. Maître Carnavas. Premièrement, c'est une question orientée. Il y a absence de fondement. L'accusation doit établir que cette personne était membre du comité permanent ou assistait aux réunions de ce comité ou du comité central, ou que ce témoin avait des informations de première main. Donc la question présuppose certains faits qui n'ont pas été établis. Il faut d'abord établir des fondements. Peut-être que c'est par association avec son oncle peut-être le lui a dit, peut-être qu'il a participé, peut-être qu'il a été mis en contact avec quelque chose, mais on ne peut pas demander au témoin simplement de spéculer. Voilà l'objet de mon objection. Monsieur le Président, il y a un fondement là, sur cette question, puisque des questions lui ont été posées à ce sujet devant les juges d'instruction. Il me semble que cette question est justifiée. Il vient de dire qu'à sa connaissance, Pol Pot, qui est quand même son oncle, faisait bien partie du comité permanent. Mr. President, La défense. Monsieur le Président, puis-je répondre? Visiblement, cette personne ne comprend pas l'objet de mon objection. Quel que soit le contenu des déclarations recueillies par les juges d'instruction, cela ne constitue pas un fondement. Le fondement doit être établi ici. En effet, après tout, dans ce prétoire, il s'agit du principe de l'oralité des débats. Si l'on prétend que les fondements ont été établis dans les documents, alors pourquoi avoir un interrogatoire? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas juste aux témoins d'examiner les documents et chacun pourrait rentrer chez soi? Avec un principe d'oralité, cela veut dire que les fondements doivent être établis ici. Et sur la base de ces fondements, ces éléments peuvent être présentés aux témoins. C'est ainsi que je comprends le principe de l'oralité des débats. Et je pense que c'est ainsi qu'on a procédé depuis le début du procès. Je ne dis pas que les déclarations ne peuvent pas être présentées. Elles peuvent l'être. Mais on ne peut pas dire que le témoin a dit ceci au juge d'instruction. C'est ce qu'on m'a répondu. On ne peut pas dire qu'à cause de cela, des fondements ont été établis. Voilà la nature de mon objection. Le président. La parole est au coprocureur. Souhaitez-vous répondre à l'objection soulevée par la défense de Ieng Sary? Oui, merci, Monsieur le Président. Je reviens à cela. Le témoin dit, d'une part, Pol Pot, à sa connaissance, faisait partie du comité permanent, et d'autre part, il dit le principe de prise de décision au sein des organes du Kampuchea démocratique était collectif. D'où ma question de savoir
d'autant plus que Pol Pot est son oncle, si Pol Pot pouvait prendre des décisions tout seul au sein des comités dont il faisait partie. Il me semble qu'il y a un lien très clair entre ce qui a été dit par le témoin et ma question. Le président, l'objection de la défense de Ieng Sary est rejetée. La Chambre va entendre la réponse du témoin à la dernière question de l'accusation. Apparemment, le témoin a oublié la question. Est-ce que l'accusation pourrait la répéter? Bien sûr, Monsieur le Président. Donc, ma question était, Monsieur le témoin, est-ce que Pol Pot pouvait-il prendre des décisions tout seul au sein du comité central ou du comité permanent du parti? Il s'agissait là de questions internes relevant du comité permanent ou comité central. Je n'étais pas au courant des modalités précises qui prévalaient dans ces comités. Vous avez tout à l'heure parlé du fait que Nunchia faisait également partie du comité permanent. Quel était son rôle exact au sein du parti? Je ne sais pas quel était son rôle exact. Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir montrer un nouveau document à Monsieur le témoin. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition du témoin en date... Attendez. Bon, il porte la référence E3/413 et l'autre référence est D233/2. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition du 22 juillet 2009 devant les juges d'instruction. Si on peut projeter à l'écran la page 6 en anglais, 0036 10 13, et en français, le RN est 004
05 455. Et je vais vous donner le Khmer dans un instant si j'ai l'autorisation de donner ce document et de faire projeter le document à l'écran. Le président, je vous en prie. Le document pourra être affiché à l'écran. Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Alors le numéro irait en Khmer. Il est 00 35 75 30. 00 35 75 30. Bon, c'est une longue question qui avait été posée aux témoins concernant Kiat Chun et Chun Prasit. Et dans la réponse, le témoin dit ceci. Il parle d'un incident avec Hu Yun et après il dit « Cela veut dire que Pol Pot ne pouvait pas prendre de décision tout seul. À l'époque, autant que je sache, c'était Pu Pol Pot qui s'occupait de la politique et Bang Nunchia de l'organisation administrative. » Il y a probablement une petite question de traduction parce qu'il me semble qu'en anglais, on ne parle pas d'organisation administrative concernant Nunchia, mais plutôt de nomination des cadres. Est-ce que, monsieur le témoin, vous confirmez la responsabilité de Nunchia concernant la nomination des cadres du parti? Je ne sais pas exactement. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit ou vous l'infirmez? Vous dites que ce n'était pas ça que vous aviez dit? Réponse. Je n'infirme pas ma déclaration. Mais est-ce que vous la confirmez? Réponse. Oui. Si M. Nunchia était responsable de la nomination des cadres au sein du parti, est-ce que c'était lui aussi qui nommait les cadres du parti responsables de questions de sécurité? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La Chambre est saisie d'une objection de la défense de Nunchia. Allez-y. Maître Pestman, je vous remercie, Monsieur le Président. Le témoin n'a fait que dire qu'il confirmait sa déclaration, sans ni plus ni moins, et n'a pas dit aujourd'hui que mon client était responsable de la nomination comme cadre du parti. Le président.
Monsieur le procureur, vous pouvez poser votre dernière question au témoin. La question, monsieur le témoin, était de savoir, puisque vous avez confirmé votre déclaration concernant la nomination des cadres par Nunchia, est-ce que c'est lui qui nommait également les cadres du parti qui étaient responsables des questions de sécurité? Réponse. Je savais que Nguyen Chia était responsable de la nomination. Je ne sais pas quel type de nomination il s'agissait. Merci. Est-ce que vous avez vu souvent Pol Pot, Nunchia, Ieng Sary, Khieu Samphan, Son Sen, d'autres dirigeants encore, se réunir ensemble entre avril 75 et janvier 79? Réponse. Oui, j'ai vu qu'ils organisaient des réunions, mais je ne saurais dire quel était le sujet débattu lors de ces réunions. Où ces réunions se déroulaient-elles, s'il vous plaît? La réponse. Pendant quelle période? Excusez-moi. Oui, c'est toujours la même période. Avril 75, janvier 79. Vous venez de nous dire qu'ils se réunissaient souvent. Alors, je voulais savoir où ces réunions avaient-elles lieu, dans quel bureau? សូមម្ដងទៀតដែលអាចមានការភ័ន្តច្រឡំពីមេសាឆ្នាំ 1975 ទៅ Le président. Bon, une fois de plus, il semble y avoir certains doutes qui planent sur la période. En Khmer, j'ai entendu que c'était entre janvier 79 à 1975. Donc c'est à l'inverse. Nous parlons ici bien sûr d'événements entre 75 et 79. Et il faut poser la question pour que le témoin puisse y répondre. Oui, c'est bien ce que je crois avoir dit, entre avril 75 et janvier 1979. Où ces réunions entre les différents dirigeants avaient-elles lieu? Réponse. C'est là que à cette époque-là, je n'étais plus avec Pol Pot. C'était après 1975. Il était à un autre endroit. Et moi, je suis resté aux affaires étrangères avec M. Ieng Sary. Donc, je ne les ai jamais vus se réunir au ministère. Et je n'avais aucune connaissance de réunion qui se tenait là où il était, lui, Pol Pot. Monsieur le témoin, vous avez déjà reçu ce matin le document D369/36 avec l'autorisation de la Chambre. Je voudrais m'en référer à la réponse 32 de ce document. Et ce document porte aussi donc la référence E3/446. Donc si on peut projeter cette réponse numéro 32 que vous avez fournie aux enquêteurs durant l'instruction. Le président. Monsieur le huissier, veuillez
montrer le passage pertinent aux témoins. Je vais lire la question qui vous avait été posée. La question 32. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir M. Khieu Samphan, Ieng Sary et Nunchia se réunir ensemble? Réponse, oui. Ils avaient l'habitude de se réunir. Quand ils faisaient leurs réunions confidentielles, ça se déroulait à K1, à proximité du bord du fleuve. Ils ne se réunissaient pas au ministère des Affaires étrangères. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez maintenant de ces réunions? Est-ce que vous connaissez l'endroit qui s'appelle K1? Réponse. Oui, je savais qu'il y avait un bureau K1. J'y allais à l'occasion. J'ai vu qu'il y avait une réunion là-bas. C'est là qu'ils restaient tous les dirigeants. Et donc, quand j'y allais, à l'occasion, j'ai vu qu'ils se réunissaient, mais je ne connaissais pas le sujet de discussion. Est-ce que, monsieur le témoin, dans le cadre de vos fonctions, même si vous n'en faisiez sans doute pas partie, est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à une ou plusieurs réunions du comité central? Vous parlez ici de Ieng Sary? De qui parlez-vous? Je voulais parler de vous-même. Est-ce que vous avez pu faire partie des personnes qui ont assisté à des réunions du comité central du parti? Réponse. Je n'ai jamais participé à une réunion du comité central. Comme combattant ordinaire, je ne pouvais. Pourquoi alliez-vous à K1 de temps en temps? Qu'alliez-vous faire à K1? Pouvez-vous nous expliquer? Réponse. J'allais à Caen car mon épouse était cuisinière là-bas. Comment s'appelait votre épouse, monsieur? Chu Cheng. Réponse. Chu Cheng. Comment s'appelait l'unité dans laquelle elle travaillait? Réponse. C'était K1. Merci. Quel était le rôle de Khieu Samphan au sein du parti entre 1975 et 1979? Ou est-ce qu'il avait peut-être plusieurs rôles? Si vous pouvez nous donner ces différents rôles. Réponse. J'accepte ce qui est écrit dans ce document, sous réserve de mes incertitudes. Que voulez-vous dire que ce qui est écrit dans ce document? Pouvez-vous juste répondre à la question de savoir quel était le rôle de Khieu Samphan?
au sein du Parti communiste du Cambodge entre 1975 et 1979, ou s'il avait joué plusieurs rôles, s'il avait plusieurs titres. Réponse. Je n'ai pas suivi cette question avec attention. Moi, je ne savais que je ne m'occupais que de mes affaires. Est-ce qu'il y aurait eu un lien? Non, d'abord, est-ce que vous connaissez le bureau 870, monsieur le témoin? Réponse. Oui, je connaissais le bureau 870. Mais il n'y avait pas d'endroit précis pour ce bureau. C'était un bureau mobile. Qui étaient les hauts cadres du bureau 870 que vous dites être mobile? Réponse. Les hauts dirigeants, c'était le comité central. Est-ce qu'il y a un lien que vous pourriez faire entre Khieu Samphan ou le bureau 870, ou bien il n'y avait-il aucun lien entre les deux? Réponse. Il y avait un lien. Pouvez-vous nous expliquer quel était ce lien entre Khieu Samphan et le bureau 870? Réponse. C'est une longue histoire. Le bureau lui-même a changé d'endroit à plus d'une reprise. Je ne me souviens pas s'il y avait des réunions et, le cas échéant, où elles se tenaient. Ça remonte à il y a plus de 30 ans. Je voudrais en revenir toujours au même document que vous avez sous les yeux, qui est le document D369/36, à la réponse 39 que vous avez fournie aux enquêteurs. Il me semble qu'il serait utile de pouvoir lire cette réponse pour vous rafraîchir la mémoire et vous demander si vous confirmez ou pas vos propos. Et bien entendu, nous voudrions l'afficher à l'écran également, si possible. Merci. La question qui vous était posée était: Monsieur Khieu Samphan avait quelle fonction au sein du bureau 870? Et vous avez répondu à la réponse 39. D'après ce que je sais, il était membre du comité central du parti. Mais à quel moment exactement a-t-il adhéré au comité permanent? Je n'en sais rien du tout. Il était en charge des affaires du front et en particulier du rassemblement des forces. Il me suffisait de le voir venir travailler. J'en avais conclu que Khieu Samphan était le chef du bureau 870 en charge de la gestion du matériel après que Sieur Vasi, alias Deun, a été arrêté. Et puis dans la même réponse à la dernière phrase,
Au fil du temps, il fut promu comme président du Présidium d'État et il fut rattaché au bureau du comité central du parti directement. Est-ce que, monsieur le témoin, cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus maintenant sur le rôle de Khieu Samphan au sein du bureau 870 et du parti? Réponse. J'accepte les réponses contenues dans ce document et je suis d'accord avec cette réponse. Mais je ne me souviens pas et je ne peux vous donner plus de détails. Parce qu'en répondant à cette question, à l'époque, j'avais tiré une conclusion. Et j'ai aujourd'hui oublié même ce que j'avais dit à l'époque. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez à quelle période ce Vasi alias Dun a été arrêté et pour quel motif? Réponse. Je ne sais pas. Alors concrètement, est-ce que vous avez vu Khieu Samphan venir parfois au bureau du ministère des Affaires étrangères? Réponse. Il venait à l'occasion et parlait du prix des billets d'avion. Est-ce que c'était la seule chose qui l'intéressait ou venait-il parfois pour d'autres motifs? Réponse. Non, il n'était pas intéressé par quoi que ce soit d'autre. C'était seulement sur des questions techniques, ce n'était pas une réunion. Quand il est venu à B1, au ministère des Affaires étrangères, est-ce que c'était pendant que Ieng Sary était là ou parfois lorsqu'il était absent? Réponse. Je ne peux m'en souvenir. Je voudrais maintenant en venir à la structure interne du ministère des Affaires étrangères. Et pour nous aider à voir clair dans cette structure, je vais revenir à vos fonctions exactes au sein du ministère. Alors une fois que le ministère des Affaires étrangères a été pleinement opérationnel, quelles ont été ces fonctions que vous avez exercées au sein de ce ministère? Réponse. Je ne connaissais pas de langues étrangères. Mais mon supérieur m'a affecté au ministère des Affaires étrangères. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette décision. Mais le supérieur, et en particulier Ieng Sary, avait dit que je devais l'aider dans son travail. Et de travailler comme secrétaire général, du ministère, je ne savais pas ce que cela voulait dire.
Mais on m'a dit que cela signifierait d'être responsable et de s'assurer que tous les travailleurs soient sur la même longueur d'onde. Quel âge aviez-vous au moment où vous êtes devenu secrétaire général du ministère des Affaires étrangères? Parce que c'était effectivement une lourde tâche. Oui, j'avais fin trentaine. Pardon, la trentaine ou fin de la trentaine? Réponse. Écoutez, il faut que vous m'aidiez avec les calculs. Je suis né en 1947. Donc si vous êtes né en 1947, vous deviez avoir à peu près donc 28 ans. Mais il me semble, peut-être pour clarifier ce point, que dans tous les procès-verbaux d'audition, votre date de naissance mentionnée, c'est 1951, donc 9 décembre 1951. Est-ce que ce n'est pas correct? Est-ce que vous êtes bien né en 1947? Je n'ai pas entendu l'interprétation. Je n'entends pas. Oui, je vais répéter la question. Donc, si vous êtes né en 1947, en 1975, donc vous aviez à peu près 28 ans, mais je voulais juste vous demander une précision là-dessus parce que dans les 5 procès-verbaux d'audition des enquêteurs, quand ils vous ont rencontré à Malaï, il est écrit que vous êtes né le 9 décembre 1951. Donc, est-ce que vous êtes né en 1947 ou en 1951? Réponse. Eh bien, à propos de mes données biographiques, quand je suis entré dans l'armée, j'ai réduit mon âge, en fait. En fait, je suis né en 1947. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez été nommé secrétaire général, et je crois que vous avez dit que c'était Ieng Sary qui vous avait nommé, qui vous avait demandé de l'assister. C'était quand même une preuve de confiance. Alors, est-ce que durant les 3 années plus que vous avez passées au ministère des Affaires étrangères, vous avez toujours bénéficié de cette même confiance de Ieng Sary envers vous? Réponse. Oui, on pourrait dire cela. Je voudrais, avant la pause, vous poser une question relativement large concernant la structure du ministère des Affaires étrangères. Comme vous étiez secrétaire général, est-ce que vous pourriez nous expliquer à tous quels étaient les différents organes, les différentes cellules ou départements qui composaient le ministère des Affaires étrangères? Et peut-être, par facilité, si vous pouviez commencer par les dirigeants ou les membres de comité et descendre vers des départements, des sections ou des cellules. Je vous remercie. Réponse.
sections au ministère des Affaires étrangères. La première traitait des affaires étrangères. Cela comprenait aussi les intellectuels qui connaissaient les langues étrangères. La deuxième était des questions économiques, les conditions du ministère et le moral du personnel. Et c'était une question de production. J'ai été responsable de cette section. Quant à la section des affaires étrangères avec les intellectuels, cela n'était pas dans la responsabilité. Donc je ne peux vous la décrire. Moi, je n'étais responsable que de la section de production. Agriculture, production de plantes. Et les questions de l'état psychologique ou le moral du personnel. D'accord. Si on pouvait peut-être faire la distinction entre, d'une part, le bureau du ministère des Affaires étrangères lui-même, que vous avez décrit précédemment, et puis les différentes entités qui dépendaient du ministère, mais qui se trouvaient physiquement à l'extérieur du bureau. Peut-être d'abord en commençant par le bureau, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y avait un comité dirigeant de B1? Réponse. Le comité responsable de B1. Donc même si j'avais ce poste de secrétaire général, moi j'étais responsable de la production. D'autres étaient responsables pour Ieng Sary. Les plans s'occupaient des plantations là, mais aussi la section responsable de la logistique. Merci, mais vous n'avez pas vraiment répondu alors. Est-ce qu'il y a un comité et s'il y en avait un, comment était-il composé? Réponse. Mais il y avait un comité. Je ne savais pas beaucoup de ce qui se passait dans la section dont Ieng Sary avait la responsabilité, mais dans ma section, il y avait moi et Chiem. Mais je ne me souviens pas des autres. Il y en avait 3. Nous étions 3. Peut-être Mademoiselle Sosai, mais je ne suis pas certain. Pourriez-vous, tout de même, même si vous n'étiez pas responsable, évidemment, de la section intellectuelle du ministère, mais qui travaillait dans le bureau politique ou parmi les intellectuels qui étaient sous Ieng Sary? Et si vous pouvez nous donner leur nom et leur fonction, si vous les connaissez. Merci. Il y avait différentes sections au ministère des Affaires étrangères. Ce sont là des questions techniques. Je n'ai pas tous les détails. Il y avait des sections chargées de l'Asie, de l'Europe, par exemple. Je n'aimais pas ce genre de travail et donc je n'y accordais guère d'attention. J'ai vu que des réunions étaient organisées avec le comité X ou le comité Y, avec Wik Chon par exemple.
សួងស៊ីគឿន ou encore Song Si-keun, សូសែ ou So-se par exemple. Je ne peux pas vous donner toute la liste de ces noms. ប្រອບមិនបានកបោះក្បាយទេខាងបច្ចេកទេសក្រសួងនឹងបាទ Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails sur les aspects techniques. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il est déjà passé 14h30, Monsieur le Président. Si vous trouvez opportun de prendre la pause maintenant, je pense que ce serait un bon moment. Merci. ម៉ោង 4:40 ម៉ោង 2:40 នាទីទើបសម្រាប់ Le Président. Nous allons marquer une pause à 14h40. Merci bien, Monsieur le Président. Alors, avant de revenir peut-être plus précisément aux différentes cellules ou départements dont vous étiez responsable, concernant toutes les unités qui se trouvaient en dehors du ministère des Affaires étrangères lui-même, en dehors de B1, est-ce que vous pourriez nous décrire ces unités et nous dire ce qui, à l'extérieur de B1, dépendait du ministère des Affaires étrangères? Et vous avez parlé tout à l'heure de production ou de ce genre d'activité. នាយកដ្ឋានដូចជាគ្មានពាក្យនៅក្នុងនោះទេបាទអត់មានទេអត់មានក្រៅជានាយកដ្ឋាននេះទេបាទ Il n'y avait pas d'autres départements à l'extérieur du complexe du ministère. Il n'y avait que des sections à l'intérieur de ce complexe. Il y avait les questions internes et externes. Les différentes sections relevaient du ministère. Il y avait des sections, bien sûr, chargées du nettoyage des bâtiments, des maisons d'hôtes. Concernant l'unité de la production, c'était à l'extérieur. Il y avait par exemple des plantations, la culture des légumes, et leurs conditions de vie étaient semblables à celles des paysans. C'était en quelque sorte quelque chose d'agraire. Merci. Vous avez parlé de maisons d'hôtes. Est-ce que ces maisons d'hôtes avaient des noms? Et est-ce que ces maisons étaient... où étaient-elles situées? ឲ្យតែកន្លែងណាឃើញផ្ទះស្អាតគឺបោសច្រាស់មុនគេបាទដូចថាបរិវេណណាទីកន្លែងណាដែលមាន Si nous voyons de beaux bâtiments, on les nettoyait en premier. Si l'on pensait que c'était de bons endroits pour accueillir les autres, eh bien ces maisons étaient nettoyées en premier. Par exemple, K1 était une ancienne résidence. Il y avait aussi la maison numéro 2. C'était près du Wat Phnom, près de l'hôtel, et ensuite les maisons étaient numérotées 2, 3, 4, etc. Est-ce qu'il y avait aussi des maisons d'hôtes en province et pas seulement à Phnom Penh? ផ្ទះភ្ញៀវនៅខេត្តតាក់តងតាមខេត្តឲ្យគេបោសសម្អាតបាទហើយកន្លែងណាសំខាន់ដូចជា En province, il y avait des maisons d'hôtes et elles étaient nettoyées en prévision de visites.
Par exemple, certains des gens de mon personnel se rendaient à Kep, par exemple, pour nettoyer les maisons destinées à accueillir les hôtes. Quant aux unités de production, monsieur le témoin, comment s'appelaient-elles et où se trouvaient-elles? Les unités de production dépendant du ministère des Affaires étrangères toujours.ពីមុនមកនៅក្រោយក្រសួងការបរទេសមានដីធំទីធ្លាធំ Auparavant, c'était derrière le ministère. Ensuite, c'était transféré à la maison numéro 1 près des quais parce qu'il y avait une grande cour à l'arrière et donc on pouvait cultiver à cet endroit. 75 76 77បានទៅច្រាំងចម្រេះ Par la suite, en 77, cela a été transféré vers Chrang Chambre. C'était en 77 ou en 78. Quelque part par là. On cultivait et on plantait du riz. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Bong Trabek et est-ce que Bong Trabek a pu faire partie ou également des unités de production en dessous, placées sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères? បឹងតបែកមិនមែនជាក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការបរទេសទេ Bong Trabek ne relevait pas du ministère des Affaires étrangères. Mais bien de la responsabilité de Pang. Je reviendrai là-dessus, mais est-ce que vous nous dites aujourd'hui que Bong Trabek n'a jamais été sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères?ខ្ញុំមិញនិយាយថាបឹងតបែកពីមុនមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសទេប្រហែលជា73 J'ai dit que ça a commencé à relever du ministère des Affaires étrangères que vers 73-74, pas avant. Le président, peut-être que vous vous trompez d'année, vous dites 73 ou 74, pouvez-vous préciser? Attendez que votre micro soit allumé. Le témoin. En 75-76, ça relevait de la zone 304. Et c'est seulement en 77 que le ministère des Affaires étrangères en a assumé la responsabilité. Le président, le moment est venu de suspendre les débats. Ceux-ci reprendront dans 20 minutes à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et lui servir des rafraîchissements et le ramener dans le prétoire pour 15 heures. Les débats sont suspendus. Le greffier, veuillez vous lever.